parler. Je passe la parole à Christine. Brièvement, il y a évidemment une des dimensions des crises écologiques, une des crises qui est l'effondrement. C'est le cas dans lequel on peut effectivement parler d'effondrement de la biodiversité, hein, puisqu'on a 1 million d'espèces qui sont menacées sur les 8 millions recensés. Donc on a quelque chose de l'ordre d'une 6e extinction des espèces. La dernière fois que ça s'est produit, c'était il y a 65 millions d'années, et c'était les dinosaures. Donc c'est de cette ampleur-là, sauf que c'est infiniment plus rapide, et qu'il y a de multiples facteurs, hein, puisqu'on a eu un rapport au printemps dernier qui est revenu là-dessus, mais un des éléments déterminants, c'est le changement climatique. Voilà. Donc c'est pour faire cette connexion-là. Alors, pourquoi je prends par le changement climatique avec l'idée que c'est un phénomène absolument global et majeur. Bon, il y a ce qu'on peut constater tout de suite, puisque depuis qu'on mesure sérieusement les températures et qu'on établit une température moyenne de la Terre avec la limite qu'a l'exercice de parler de température moyenne de la Terre, on a augmenté de à peu près 1,1, 1,2 degrés la température moyenne depuis l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire à peu près le milieu du 19e siècle, où on commence à faire ces mesures-là. Et c'est une modification qui est une modification sans précédent. C'est vrai que dans l'histoire de la Terre, il y a eu des grandes variations de température, mais qu'elles se passaient à des échelles de temps qui n'avaient strictement rien à voir. Alors, peut-être, vous avez posé la question à Anne, on a établi donc effectivement que ce changement climatique est directement lié aux émissions de gaz à effet de serre et dans ce cadre-là à la combustion des énergies fossiles, le gaz, le charbon et le pétrole. Mais peut-être qu'en 2 mots, je vais revenir sur ce que c'est que l'effet de serre, parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est pas forcément hyper clair comment ça marche ce truc-là. Pour faire vite et simple, la seule source de chaleur, c'est le rayonnement solaire, c'est le soleil. Donc on a les rayons solaires qui arrivent sur la Terre. Il y en a une partie qui est directement renvoyée par l'atmosphère, réfléchie par l'atmosphère. Donc une partie qui est absorbée. Ça fait à peu près la moitié du rayonnement solaire global. Donc il y en a à peu près la moitié qui arrive vers le sol. Puis là, il y en a aussi une partie qui est réfléchie, mais on reviendra sur cet aspect-là parce qu'il a une certaine importance sur les phénomènes de changement climatique. Il y a une partie qui est réfléchie, puis il y a une partie qui se transforme en chaleur. Mais la chaleur, ça reste pas normalement, ça s'équilibre, hein, c'est les lois de la thermodynamique. Bon. Et donc, s'il n'y avait pas d'effet de serre, toute la chaleur repartirait. C'est grâce à l'effet de serre qu'on peut vivre sur la Terre. Pour vous donner une idée, si il n'y avait pas d'effet de serre, il ferait moins 18 degrés à la surface de la Terre. Autant dire que la vie ne serait pas possible, qu'il n'y aurait pas d'eau à l'état liquide, par exemple, entre autres petits désagréments. La température moyenne de la Terre, elle est autour de 15 degrés. Donc, une petite addition rapide nous dit que l'effet de serre, en fait, c'est un effet de 33 degrés. Donc, c'est un effet qui est extrêmement puissant. Et donc, quand on dit ça, on comprend tout de suite que quand on commence à jouer avec ce truc-là, ça risque assez vite d'avoir une incidence très importante. Hein. Voilà. Donc, c'est donc ces gaz qui vont permettre à la chaleur, à une partie de la chaleur, de rester à la surface de la Terre, et donc précisément comme dans une serre, de protéger la vie. Le seul problème, c'est que s'il y en a trop, ça protège trop, ça garde trop la chaleur, et c'est ça qu'on appelle l'effet de serre problématique, puisqu'il y a une partie de l'effet de serre à laquelle on peut dire merci, et que cette augmentation de ces gaz à effet de serre, c'est la combustion, des combustibles fossiles, puisque là, on va avoir du carbone, du CO2 pour aller vite, hein, du dioxyde de carbone, qui était stocké dans le sol
depuis très 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 longtemps, voilà, qui a fabriqué le charbon, le pétrole, etc. Et qui, de manière accélérée, va être libéré. Voilà, pour aller très très vite. Puis une autre cause, c'est la déforestation, mais on pourra y revenir. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, on est donc dans une situation qui est une situation d'accélération de ces modifications, d'accélération de la quantité de CO2 qui est... alors, en général, on parle du carbone. Le CO2, le dioxyde de carbone, n'est pas le seul gaz à effet de serre. Il y en a d'autres. Hein. Il y a le méthane, qui est plus de 20 fois plus puissant que le CO2, mais qui a l'avantage de rester moins longtemps. Et puis, il y en a qui sont fabriqués de manière industrielle, en particulier quand on utilise des engrais chimiques, qui sont les oxydes d'azote, qui ont là le double inconvénient à la fois de durer plus longtemps et d'être à peu près, selon les ordres de grandeur, mais jusqu'à une centaine de fois, même plus puissant que le CO2. Donc voilà, ça c'est le cocktail des gaz à effet de serre. Alors, je voudrais juste insister sur ce que j'ai dit dès le début, c'est sur les interactions avec d'autres crises écologiques. Et en particulier, on a eu cet été deux rapports, un rapport sur l'état des terres émergées, et puis plus récemment là, un rapport toujours du GIEC, hein, donc de ce groupement des scientifiques spécialistes du climat, sur les océans et en gros toutes les zones gelées, c'est-à-dire les glaciers, les banquises, les pôles, etc. etc. Bon. Pour aller vite, bon voilà, ça nous dit qu'un quart des terres sont dégradées, et que c'est en particulier à cause de l'agriculture et de l'élevage industriel. Mais ce qu'on apprend, enfin ce que confirme surtout ce rapport-là, c'est une illustration du principe selon lequel plus ça chauffe. Ce que les scientifiques appellent les boucles de rétroaction positive. C'est-à-dire qu'un phénomène provoqué va lui-même amplifier ce même phénomène. Pour faire bref, sur les terres sont dégradées, donc je l'ai dit, largement à cause de l'agriculture industrielle. À partir du moment où elles sont dégradées, elles absorbent moins de carbone, alors que c'est une des propriétés du sol que d'absorber du dioxyde de carbone. Et donc, comme elles absorbent moins de carbone, elles absorbent moins de ce gaz à effet de serre, donc ça aggrave la crise climatique. Et donc la crise climatique s'aggravant, ça va encore dégrader davantage les terres. Et on est parti, comme ça, dans un truc qui s'auto-alimente. On a le même type de phénomène avec les océans, puisque le rapport sur les océans, là, alors outre évidemment le fait qu'on a constaté que l'élévation des niveaux des mers était bien au-delà de ce qu'on avait mesuré jusque-là, ou plus exactement de ce qui était jusque-là les projections, et donc l'élévation du niveau des mers, c'est lié à plusieurs choses. Une première chose, c'est le phénomène de dilatation sous l'effet de la chaleur, du réchauffement des océans. L'eau, quand elle chauffe, elle occupe plus d'espace. Et puis, c'est la fonte de choses qui, jusque-là, ne fondaient pas, qui étaient sur Terre, d'eau qui était stockée sur Terre à l'état de glace, et qui fondent. Donc, ça fait partie, c'est un des éléments de fond des effets du changement climatique, hein, cette question de l'élévation du niveau des mers. Et là, le rapport est tout à fait inquiétant, puisque ce qu'il dit, hein, c'est que, en gros, si on fait rien, le GIEC, en général, fonctionne, pas en général, toujours, fonctionne sous la forme de scénario. C'est-à-dire, il dit, si on fait tout très bien, qu'on arrête immédiatement les énergies fossiles, etc., il va se passer ça. Si on le fait un petit peu, il va se passer ça. Et puis si on fait rien du tout, que dalle, ce qui est plutôt le genre de ce qui est en train de se faire en ce moment. Hein,
ceci dit. Bon, il va se passer ça. Et là, si on fait rien du tout que dalle, c'est une élévation d'1 mètre du niveau des mers à la fin du siècle, donc en 2100. Bon, alors le problème, c'est que sur cette histoire d'élévation du niveau des mers, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a aussi des effets d'accumulation, et donc c'est peut-être, vous avez peut-être vu qu'il y a eu un rapport fait par des scientifiques français qui, eux, vont jusqu'à une élévation de 7 mètres. Alors, une échéance un peu plus lointaine, mais quand même. Bon. Là encore, c'est toujours en fonction du principe de plus ça chauffe, plus ça chauffe. Voilà. Les océans, il est multiple, puisque le réchauffement des mers, ça provoque quelque chose que vous connaissez bien ici, c'est-à-dire la multiplication en intensité et en nombre de ce qu'on appelle les phénomènes extrêmes, dans ce qu'on appelle chez vous la crise sévenole, je crois, en fait, les épisodes sévenols. Voilà, c'est pas la faute des Cévennes, c'est dégueulasse d'appeler ça sévenole parce que c'est pas du tout la faute des Cévennes, c'est sur elles que ça tombe, mais c'est pas de leur faute. Mais c'est souvent comme ça, hein, sur les dégâts environnementaux, ça tombe beaucoup sur ceux et celles qui sont les moins responsables. Je ferme la parenthèse. Ça devrait s'appeler en fait un épisode méditerranéen, puisque c'est directement lié au réchauffement de la Méditerranée. C'est dramatique les épisodes sévenols, mais c'est à une petite échelle, ce qui se passe à des échelles beaucoup plus importantes, avec les typhons, les ouragans qui se multiplient à la fois et qui augmentent en intensité. Ce qui se passe aussi, parce que l'heure n'arrive pas seul pour ce qui concerne les océans, c'est l'acidification des océans, puisque les océans, là encore, bons garçons, bonnes filles, ont la propriété d'absorber du CO2, d'absorber du dioxyde de carbone. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ça acidifie les océans, et c'est donc un problème extrêmement important pour toute une série de vie dans les fonds marins, dont vous avez entendu parler de la disparition des barrières de corail, mais pas que. Et puis, comme je vous l'ai dit sur la Terre, le problème c'est que quand la Terre se réchauffe, la solubilité des gaz va diminuer et que donc tendanciellement les océans vont absorber moins de CO2. C'est-à-dire que tout ce boulot qui faisait, une partie du boulot qu'ils faisaient pour essayer d'éponger les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ils le font moins. Donc, vous voyez que là encore, on est dans une boucle de rétroaction positive. Bon. Je vais citer juste un autre exemple de ces rétroactions qui sont pointées aussi dans ce rapport, parce que je vous l'ai dit, le rapport il est sur les océans et sur les zones gelées. C'est le recul de la banquise arctique. Bon, vous avez vu là aussi ces images, voilà. Et le recul des périodes où c'est couvert de neige, donc où c'est blanc. Et je vous ai dit tout à l'heure que voilà, le soleil tapait sur la Terre et qu'il y avait une partie de la chaleur qui était renvoyée. Et bien c'est pas renvoyé par toutes les surfaces de la même façon. Il y a un truc, un joli nom qui s'appelle l'effet albédo, qui fait que quand c'est blanc, bien typiquement le plus blanc de blanc et qui marche le mieux, c'est une surface enneigée, où ça renvoie quasiment tout. Et puis ce qui est le plus moche de tout en la circonstance, c'est ce qui est noir, mais par exemple la surface des océans, bon, qui absorbe complètement la chaleur. Donc vous voyez bien, quand on remplace de la surface blanche par de la surface noire, on va là encore augmenter le réchauffement climatique. Donc ça c'est un des phénomènes qui se cumulent. Et puis l'autre, on en a pas mal parlé parce qu'il y a eu des choses un peu spectaculaires, c'est le dégel du pergélisol, du permafrost, qui là va libérer des grosses quantités de méthane. Je vous ai dit, le méthane c'est quand même un gaz à effet de serre assez costaud, et donc là encore c'est un problème qu'on a du mal à mesurer. Les conséquences des conséquences à la fois sociales et écologiques sont tout à fait incalculables, et que d'une certaine manière la crise climatique va agir comme un accélérateur, un intensificateur
des injustices et des inégalités, qu'elles soient sociales, mais aussi racistes et aussi de genre. On pourra y revenir. Ce qui est pas juste dans cette affaire-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre les Cévennes et la Méditerranée, c'est que, en gros, ceux qui sont le plus responsables ne sont pas ceux qui en font les frais, puisqu'il y a une extrême inégalité dans les responsabilités des émissions de gaz à effet de serre, bon, à l'échelle du monde, évidemment. Si on prend, pour prendre le plus grand écart, les 1%, les plus riches des pays très très riches, comme Singapour, bon, on va prendre le pire, on va prendre les États-Unis. C'est les émissions de ces 1% les plus riches, c'est 350 tonnes en équivalent CO2 par an. Je vous ai dit, on parle en équivalent CO2 parce que c'est plus simple de le ramener à ça. Et pour les plus pauvres, des pays les plus pauvres, on peut prendre le Rwanda ou le Honduras, c'est 0,1 équivalent CO2 par an. On se retrouve donc avec des écarts qui sont entre de 2 à 3 000 fois. Vous voyez, quand on dit que ça n'a pas c'est dans des proportions extrêmement importantes, on peut dire, bon d'accord, alors là vraiment t'as charrié, t'as pris le pire du pire dans les deux cas. Si on prend en France, c'est entre les 1% les plus riches et les 10% les plus pauvres, les émissions par individu, c'est 40 fois, c'est de 1 à 40 quand même la différence. Donc on voit bien à quel point, comme dit Hervé Kempf, les riches détruisent la planète, combien on ne peut pas se permettre le niveau de riche, le niveau de pollution, le niveau de gaspillage des plus riches. Ils polluent nettement au-dessus de nos moyens de survivre, hein, pour dire les choses. Voilà, et de l'autre côté, évidemment, du point de vue des conséquences, c'est des conséquences à la fois sur les questions de santé, surtout quand on est dans des dégradations des systèmes de santé et le ravage qu'il y a dans les systèmes de santé publique, mais aussi toutes les inégalités d'accès à l'eau, d'accès à la nourriture, la multiplication des conflits, et puis l'impossibilité de vivre dans toute une série de zones, là encore, à tous ceux qui viennent nous faire le coup du danger des migrations, etc. Bon, évidemment, le changement climatique est un fantastique accélérateur des migrations contraintes, mais pour l'essentiel de ces migrations, elles ont lieu à l'intérieur même des régions du monde. Elles ne sont pas du tout lieu entre les pays pauvres et des pays pauvres, du sud global vers le nord global, mais bien elles vont peser encore plus sur des populations qui sont déjà en difficulté. Alors, où on en est aujourd'hui? Il y a encore un autre rapport, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Hein. Des rapports, il y en a une multiplication. Je fais peut-être une toute petite parenthèse quand même sur ces rapports-là. On n'est pas dans le catastrophisme, on est au contraire plutôt, du point de vue des méthodes de travail du GIEC, dans une forme de conservatisme. Puisque les méthodes de travail du GIEC, c'est toujours de travailler à partir d'une compilation de travaux scientifiques, de collecte d'études, de chiffres, de données, qui sont établis, donc qui portent sur le passé, forcément, mais avec un certain effet retard, publiés, consolidés par les pairs, etc., etc. On n'est pas dans le truc du farfelu qui va en rajouter. Hein. Donc c'est d'abord ça sur la méthode de travail. Ensuite, ça fait des modèles. Mais les modèles, comme je vous l'ai dit, les modèles fonctionnent plutôt par rapport à des phénomènes linéaires, mais pas du tout avec le phénomène de plus ça chauffe, qui fait que quelquefois, tout d'un coup, ça se met à partir comme ça. Et puis la dernière chose, c'est qu'il faut savoir que l'ensemble de ces rapports-là, tous les rapports qui sortent du GIEC, sont à la fin des rapports qui sont négociés entre les États, puisque, on pourra revenir sur l'histoire du GIEC, mais c'est trop long, puisque c'est au bout du bout, c'est quand même une instance intergouvernementale. C'est-à-dire les scientifiques qui font le boulot, mais ensuite ce qui va sortir, c'est négocier
entre les États. Donc autant vous dire que la tendance, elle n'est pas à l'exagération. Hein. Donc voilà, je ferme cette parenthèse-là pour revenir au premier des 4 rapports qu'on a eus au cours de la dernière année, qui est celle sur la différence entre 1,5 degré et 2 degrés d'augmentation de la température moyenne de la Terre. On peut penser, je le pense, que les COP ne servent pas à grand-chose, que l'accord de Paris était quand même... bon, voilà, était l'accord de Paris. Il y avait un truc, c'était le fait que les pays les premiers concernés, puis la puissance du mouvement pour le climat, avait imposé le fait de dire que, bon, il faut limiter l'augmentation de la température de la Terre à 2 degrés, c'était pas tout à fait suffisant et qu'il fallait quand même mentionner que ce serait mieux si on arrivait à 1,5 degré. Bon. Et ça a permis le fait qu'il y ait un rapport qui mesure la différence de résultat entre une augmentation à 2 degrés et une augmentation à 1,5 degré. Ça montre une chose qu'on savait déjà et que savaient déjà évidemment celles et ceux qui ont imposé la référence à 1,5 degré, c'est que 2 degrés, c'est loin de constituer une limite sûre. Il y a qu'à voir ce qui se passe d'ores et déjà avec 1,1, 1,2 d'augmentation de la température moyenne de la Terre. Donc ça établit clairement qu'il faut absolument viser cette augmentation d'1,5 degré. Mais pour ça, pour y arriver, il faut... Pour avoir 50% de chances d'y arriver, parce que je vous rappelle que c'est des scénarios, c'est des simulations, donc c'est avec des indications aussi de plus ou moins grande fiabilité. Mais pour avoir 50% de chances de rester en deçà de cette augmentation d'1,5 degré, il faut que les émissions nettes de carbone soient réduites de manière très très importante, de 58% avant 2030, autant dire que c'est là tout de suite. Oui, c'est demain, 2030, et qu'elle soit réduite à 0 en 2050. Donc ça, c'est extrêmement, on le voit, c'est extrêmement important. Ça a des conséquences immédiates sur la nécessité de réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est les émissions de gaz à effet de serre, de combustion des énergies fossiles, qui contribuent pour 80% aux émissions globales. Et donc, comme par ailleurs l'essentiel de l'énergie qui est consommée provient de ces sources-là, on voit immédiatement le problème. On voit surtout un autre problème, c'est que l'ensemble des infrastructures du système énergétique liées aux énergies fossiles représente 1/5 du PIB mondial. Donc, s'asseoir sur ça, c'est juste de la destruction pure de capital, et donc c'est donc juste ce que les capitalistes ne veulent pas faire. C'est pour ça qu'il est particulièrement juste de dire qu'on veut changer le système pour ne pas changer le climat, parce que si on ne change pas le système, bon, on continuera effectivement à détruire le climat. Mais je voulais insister un peu sur autre chose, parce que au-delà de ça, les capitalistes, ils ne se contentent pas de continuer à émettre des gaz à effet de serre. Ils veulent aussi essayer de profiter 2 fois un peu des choses, c'est-à-dire en continuant à explorer, exploiter, surexploiter le pétrole, le gaz, le charbon, etc. Mais aussi en se faisant du fric sur des soi-disant solutions. Donc évidemment, il y en a une qu'on connaît bien en France, parce que la France est quand même la grande championne, c'est le nucléaire. Donc je ne redis pas ici à quel point le nucléaire n'est pas une solution, mais je voulais insister sur autre chose qui est un petit peu plus sournois, parce qu'il y a les vrais méchants hein, dans cette affaire-là. Il y a les Trump et les Bolsonaro qui disent le climat, c'est un truc des Chinois, juste pour nous embêter, etc. Puis on va continuer. Puis il y a les faux gentils. Bon. Et comment reconnaître un faux gentil dans cette histoire-là? Un faux gentil est celui qui va vous parler de neutralité carbone. Et donc ça, il y en a une tripotée. Bon. Ou d'émissions nettes, c'est la même chose. Et ça part du principe que, bon, c'est super mal barré quand même pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je vous l'ai dit, 1/5 du PIB mondial. Donc, en fait, on va réfléchir à ce qui peut absorber le CO2. Et puis, on va parler d'émissions nettes, c'est-à-dire ce qu'on absorbe moins
ce qu'on retire, et ça c'est le net. C'est la même chose que la neutralité carbone. Bon, mais c'est là que le problème commence. C'est là que le problème continue, puisqu'il y a toute une série donc de solutions capitalistes pour retirer, entre guillemets, du carbone de l'atmosphère, et parmi lesquelles celles qui ont en gros le vent en poupe et qui sont citées dans le rapport du GIEC, c'est ce qu'on appelle les BECT, c'est-à-dire la bioénergie avec capture et séquestration du carbone. Ça part d'un truc juste, qui est que, et heureusement et merci à eux, quand les végétaux, les arbres, voilà, poussent, ça absorbe du carbone. Ça, c'est cool, c'est sympa et c'est important. Mais leur idée, c'est d'avoir des cultures entièrement dédiées à ça, à pomper le carbone qu'on aura continué à émettre par ailleurs, qu'on va s'en servir comme biomasse, qu'on va donc les faire brûler, ça va donner de l'énergie, super, jusque-là tout va bien. Vous allez me dire, bah ouais, mais quand on brûle des trucs, on émet du CO2. Bah oui, mais que nenni, eux, ils pensent qu'ils vont pouvoir, jusque-là ça marche pas très bien, hein, capter le CO2, et ensuite le séquestrer et donc l'enfouir dans des couches profondes, de manière sans doute à peu près aussi sûre que ce qui se passe à Bure, enfin de ce qui ne se passera pas à Bure, parce qu'à la fin c'est nous qu'on gagne, enfin ce qu'ils essayent de nous faire croire qu'il pourrait se passer à Bure avec les déchets nucléaires. Donc le seul petit problème, c'est que si on veut absorber à peu près la moitié de ce qu'on émet en trop comme CO2, c'est la surface de l'Inde qu'il faudrait consacrer à des cultures de biomasse, juste pour faire ça. Donc on voit bien que ça n'est absolument pas une solution. Donc quand vous entendez quelqu'un, Macron par exemple, vous dire on est super balèze, on va arriver à la neutralité carbone, c'est un vrai... Non, je dis que c'était un faux gentil. Voilà, un vrai menteur. Voilà. Et c'est quelqu'un qui bosse pour que les groupes capitalistes continuent à se faire du fric, à la fois en brûlant des fossiles, mais aussi en vendant des fausses solutions. Voilà à peu près la situation pour dire à quel point il y a une urgence à inverser les choses, et je vais y revenir après. Je voulais juste peut-être finir cette partie-là sur une chose qui qui parfois me porte à confusion, mais oui, on est entré dans une nouvelle ère géologique, une ère géologique qui est marquée alors par l'activité humaine. C'est pour ça qu'on l'appelle l'anthropocène. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ferait mieux d'appeler ça capitalocène, parce que c'est directement lié au mode de production capitaliste. On l'appelle comme on veut. Les faits sont là, et je pense que pour nous, c'est aussi important pour pouvoir se faire comprendre largement, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est une mobilisation d'ampleur qu'il faut. Si parler d'anthropocène, ça s'appuie sur effectivement des constatations scientifiques qui sont la constatation que depuis la moitié à peu près du XXe siècle, voilà, 1950, on a toutes les courbes, bon, celle des émissions de CO2, celle du changement climatique, mais aussi celle de l'accès à l'eau, celle des problèmes d'artificialisation des terres, etc., qui, alors qu'elles montaient comme ça, hein, évidemment, depuis le début de la révolution industrielle, mais se sont mises à décrocher comme ça, et qu'on a là quelque chose qui, de toute façon, laissera des traces. Voilà, y compris de manière géologique. De ce point de vue-là, je pense que c'est pertinent de parler d'anthropocène, même s'il est plus juste de prendre en compte le fait que ce n'est pas l'activité humaine en tant que telle, par la méchanceté de l'homme ou de je ne sais quel péché originel, mais bien par un système qui en lui-même est un système qui par nature est productiviste et par nature destructeur de l'environnement et des humains.